Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de NDAR TV, la télévision de tous les regards, bonjour et bienvenue dans notre émission Regard des médias. Nous recevons aujourd'hui des confrères très connus, n'est-ce pas, sur la place. Il s'agit de Massiré Diop, journaliste, et Badou Escobar, journaliste. Et avec eux, nous allons échanger sur l'actualité au Mali. Mesdames, donc, avec eux, nous allons parler de toute l'actualité nationale, mais aussi de l'actualité internationale. Massiré Diop, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation. Badou Escobar, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation et de passage, c'est moi qui vous remercie. Premier sujet, nous allons parler de Moussa Mara. Moussa Mara, ancien maire, ancien ministre, ancien premier ministre, placé sous mandat de dépôt hier vendredi. De quoi est-il accusé vraiment, Massiré Diop? C'est un dossier qui est au niveau de la justice. Je crois qu'il y a des griefs quand même qui ont été retenus contre lui. On parle d'atteinte à l'autorité de l'État, si je ne me trompe pas. Et en tout cas, un certain nombre de griefs quand même qui sont retenus contre lui. Et je pense que c'est sur la base de cela qu'il a été placé sous mandat de dépôt. Alors, Badou Escobar, vous avez entendu, il est placé sous mandat de dépôt pour certaines raisons. Oui. Est-ce que vous pouvez aller plus loin que votre confrère Massiré Diop? Oui, d'après les informations que j'ai pu recouper, il serait accusé de troubles à l'ordre public et atteinte au crédit de l'État. C'est quand même des accusations qui ont été proférées à son encontre, mais je n'ai pas été surpris par son placement sous mandat de dépôt. Vous savez, pendant très longtemps, Mara est devenu la bête noire des autorités à cause de ses prises de position, à cause de ses déclarations, à cause de ses tweets. Donc, pendant un bon bout de temps, il s'est mis dans la peau du vrai leader politique, du vrai opposant, pour dénoncer les retards de la transition. Et nous savons tous que nous traversons une période d'exception. Et quand vous traversez une période d'exception, il faut faire énormément attention. Et c'est pour cette raison que plusieurs voix se sont élevées à l'époque pour lui dire Moussa Mara, faites attention. Le contexte est compliqué. C'est vrai, ce que vous dites, c'est réel. Et vos prises de position par rapport à l'évolution économique même du pays, et globalement, et par rapport à la situation générale du pays, c'est des prises de position réelles. Mais faites attention. Faites attention parce que la situation du pays est difficile sur le plan sécuritaire, sur le plan socio-économique. Pour les autorités de la transition, des déclarations de ce genre tendent vraiment à provoquer peut-être des soulèvements sociaux, etc. C'est pour qu'il faut faire très attention. Mais Moussa Mara s'attendait à ça parce que dans une déclaration que j'ai lue hier, il a dit que quand il a opté pour la politique, il se promène avec son linceul. Son linceul, justement. Alors, Massiré Diop, mandat de dépôt, inculpation. Moussa Mara n'est pas encore inculpé. Il est sous mandat de dépôt. Quelle différence, vous, en tant qu'homme de médias, quelle différence faites-vous entre inculpation et mise sous mandat de dépôt? Bon, je crois que ce sont des termes que les juristes pourraient mieux étayer. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est placé sous mandat de dépôt et son procès, je crois, est prévu au 29 septembre. Donc tout cela montre que quelque part, il n'y a pas eu encore de jugement. Ce sont des auditions, des comparutions et en attendant maintenant le procès. Bon, généralement, le fait de placer quelqu'un sous mandat de dépôt, ce sont des mesures qui permettent de le garder, en tout cas, afin qu'il ne puisse pas, par exemple, quitter le pays ou autre. Mais même cela, je pense qu'il y a, par exemple, d'autres mécanismes juridiques
qui peuvent faire en sorte qu'il soit placé sous contrôle judiciaire et qu'il puisse se présenter à chaque fois que de besoin jusqu'à ce que son procès se tienne. Mais bon, de là, en tout cas, c'est quand même, comme je l'ai dit, des expressions ou bien des termes que les juristes peuvent mieux développer, mais voilà en grosso modo ce qu'on peut retenir. Mais d'ici là, est-ce que ce dossier, est-ce qu'il ne va pas évoluer? Est-ce qu'on ne pourrait pas intercéder pour qu'ils le mettent en liberté provisoire? Mais c'est bien possible du moment qu'il n'est pas encore inculpé, que ce sont encore des accusations qui sont formulées, qu'il n'y a pas encore de procès. Je pense qu'il pourra toujours bénéficier de la liberté conditionnelle. Est-ce que quel regard de journaliste vous avez sur l'évolution possible du dossier pour qu'il retrouve sa famille et répondre après? Moi, je dirais tout simplement que la liberté est un principe, la prison, c'est l'exception. Dans le cas de Moussa Mara, je ne suis pas juriste de formation, je ne suis pas un magistrat, je ne peux pas parler à la place de magistrat. Il faut quand même dire qu'il a été ministre de la politique de la ville. Il a été Premier ministre, auparavant il a été quand même maire de la commune 4. Donc Mara, on peut sans risque de se contredire dire que c'est un grand commis de l'État. Un grand commis de l'État de la trempe de Moussa Mara qui se retrouve derrière les barreaux. Et je crois qu'on aurait pu peut-être trouver l'autre formule, l'assigner à résidence surveillée par exemple. Mais comme tout le monde le dit, comme les spécialistes le disent, il est présumé innocent à présent puisque son procès n'a pas eu lieu. Parce que son procès aura lieu le 29 septembre. Et je suis souvent le poste de son avocat, Maître Muntagatal, qui est un avocat chevronné, qui est un avocat connu sur la place publique pour ses actions en faveur de la justice. Parce que c'est un homme qui a toujours dit qu'il faut dire le droit, parce que c'est un grand praticien du droit. Donc nous avons foi en Muntagatal, nous savons qu'il fera tout, peut-être pour que Moussa Mara, l'ex-premier ministre, puisse couvrir la liberté en attendant son procès. C'est très important. Donc c'est la raison pour laquelle son avocat, Maître Muntagatal, a dit qu'il conteste cette décision et les chefs d'accusation et qu'ils pourront faire... en tout cas, ils attendent que le droit soit dit. Voilà, parce que Moussa il faut le rappeler, Maître Muntagatal quand même, c'est un grand avocat, c'est un praticien du droit, il peut dire le droit, et au-delà de ça, il a une carrière politique bien remplie, parce que c'est le président du Parti Sénit Faso Irouaton, il a joué un grand rôle lors des événements du 26 mars 1991, donc il est bien connu sur la place publique, et c'est quelqu'un, il est très prudent dans ses propos, et il parle en avocat et en homme de droit. Et par rapport à cela, il a dit qu'il faut que le droit puisse triompher. Parce que, encore, on peut dire qu'au Mali, il y a des apparences démocratiques, même si au sommet de l'État, le président de la transition, chef de l'État, général d'armée Assimi Goïta, est quand même un militaire. Donc, par rapport à tout cela, il a encore foi en la justice et il espère que d'ici là, on pourra trouver la formule pour que cette affaire puisse connaître un dénouement heureux. Quoi qu'on dise, je le dis encore une fois, Mara, quand même, c'est un grand homme, c'est un grand commis de l'État. Il a occupé de hautes fonctions et nous osons espérer que la justice saura faire preuve de clémence pour vraiment trouver la bonne solution. Alors, Massiri, vous êtes du même avis que Badou Escobar? Oui, je suis du même avis, mais preuve de clémence, c'est surtout ça qui me gêne un peu. Preuve de clémence... Oui, mais de toutes les façons, il faut que le droit soit dit. S'il doit bénéficier de la liberté conditionnelle, qu'il en bénéficie. Si, par exemple, c'est-à-dire il faut faire de toutes les façons, et je crois que lui-même, en tant que grand commis de l'État, il fait bien souvent de le rappeler, il faut faire confiance à la justice de son pays. Et c'est extrêmement important, parce que c'est un dossier judiciarisé, et l'issue de ce procès... Bon, c'est vrai, certains peuvent dire que l'issue pourra être politique, mais moi, j'ai foi en tout cas à ce que le droit soit dit, parce que c'est comme ça qu'il pourra surtout se laver de toutes sortes de culpabilités. Tant que le dossier n'est pas vidé complètement, il ne faudrait pas qu'on puisse retenir encore des choses, ou bien en tout cas des passages de lui qui ne sont pas très clairs, parce que vous avez vu par le passé, cela s'est produit. Certains sont
sont partis sans que leur culpabilité ou leur innocence ne puisse être prouvée. Donc c'est ce qui est regrettable. Puisque le dossier est entre les mains de la justice, allons-y, croyons en tout cas à ce que la justice puisse dire son mot. Et je crois que le mot de la justice, ce n'est rien d'autre que le droit. Oui, il croit en la justice et c'est la raison pour laquelle je crois que Moussa Mara a demandé à ses partisans, à ses adeptes, de rester calmes, de ne rien attenter et de réduire les visites à la Maka. Donc ça montre que déjà un homme d'État. Venons-en au dossier Choguel Kokala Maïga, ancien Premier ministre. Choguel Kokala Maïga aurait subi une audition dans le cadre d'une enquête pour une gestion financière irrégulière et qui porte sur des faits liés à sa double casquette de Premier ministre et de PCA, de l'agent de gestion du fonds d'accès universel AGEFO. Quel regard de journaliste avez-vous sur ce dossier, cette audition de Choguel Kokala Maïga? Bon, l'audition proprement dite, moi je n'ai pas encore eu d'écho là-dessus. Ce n'est pas comme par exemple Moussa Mara, on a juste vu quelque part quand même qu'il a été entendu dans le cadre de ce dossier et qu'il a regagné son domicile. Mais de là, on n'a pas eu quand même les éléments matériels qu'il faut pour pouvoir mieux entrer dans le fond. Mais tout ce qu'on peut retenir quand même, que c'est un dossier qui a été mis sur la place publique depuis quelque temps et je pense que les rapports du vérificateur général sont sortis et en a largement, en tout cas suffisamment parlé. Donc là encore, je pense que c'est la même chose que le dossier de Mara, même si là c'est pour des faits de mauvaise gouvernance, des faits de détournement de fonds. Mais dans tous les cas, je pense que quoi qu'il en soit, et surtout que c'est pas le même tribunal, c'est pas le même tribunal. Pour Moussa Mara, c'était la cybercriminalité et je crois que Choguel, ça devait être le pôle économique. Donc là, c'est un dossier différent et même là encore, c'est le même principe. Hein. Le principe est le même, c'est-à-dire que la confiance doit être placée totalement sur la justice pour dire son mot, parce que quand même c'est un ancien Premier ministre, un commis de l'État également. Il a occupé plusieurs fonctions ministérielles avant d'être Premier ministre. Il a occupé également des directions. Et quoi qu'il en soit, c'est pour ça d'ailleurs que son dossier, quelque part, c'est au niveau du pôle économique. En même temps, c'est au niveau de la Cour suprême également, parce que vu son rang, son statut et tout cela, je me dis que quelque part également, c'est le droit qui pourra déterminer. Et là encore, il ne faut pas laisser le dossier en suspens. On a déjà vu le procès, les verdicts du procès sur l'avion présidentiel. C'était une première que beaucoup attendaient. On a vu les verdicts. Bon, et le verdict a été ce qu'il était, c'est qu'il a été. De toutes les façons, c'est le droit qui a été dit. Et moi, je crois que c'est le même principe qui doit également prévaloir au niveau de ce dossier, que vraiment le droit soit dit, qu'est-ce qu'il en est exactement. Parce que c'est l'argent du contribuable après tout. C'est l'argent du contribuable, c'est pas un don, c'est pas un legs, c'est pas un héritage, c'est l'argent du contribuable. Et le contribuable, il a le devoir. Je veux dire que c'est en quelque sorte un principe sacro-saint de la redevabilité. Et c'est extrêmement important aujourd'hui. Barlo Escobar, par rapport au dossier Choguel Kokala Maïga, quel regard de journaliste vous avez eu sur toutes ces informations qui ont circulé? En tant que journaliste, je dirais tout simplement que la prudence est de mise. Mais toujours est-il que les Maliens lambda s'attendaient à l'interpellation du docteur Choguel Kokala Maïga. Parce que depuis qu'il a quitté la primature, il a fait des prises de position connues de tous. Il a par exemple dénoncé la gestion du pouvoir en place. Et en réplique, le président de la transition de l'État a même dit, quand il recevait le document de la charte, que certains ont été privés du Toulou, entre guillemets. Et c'est pour cette raison qu'il s'agite. Donc, par rapport à Choguel, il a été entendu au niveau du pôle économique. Et moi, c'est dans le journal Le Soft que j'ai lu qu'il est accusé du détournement de 1,8 milliard de francs CFA au niveau de l'AGEFO.
Parce qu'à l'époque, il était le PCA en même temps Premier ministre. Maintenant, c'est à la justice d'éclairer nos lanternes, de nous faire comprendre que c'est vrai ou c'est faux. Mais toujours est-il que le cas Choguel est un peu différent du cas Mara. Parce que Choguel, on peut dire que c'était la tête pensante de la transition. Et Choguel fait partie de ceux qui ont implanté la transition. Il y a des arbres que vous les plantez, mais vous ne pouvez plus les arracher. C'est son cas aujourd'hui. Et je crois que c'est une façon aussi pour les autorités de le faire taire, parce qu'il en sait beaucoup. Donc, devant le pôle économique spécialisé, ensuite devant la Cour suprême. Donc, c'est peut-être pour lui donner le temps de se racheter, de se ressaisir. Mais j'ai bonne foi à la justice. Pourquoi? Parce que récemment, du temps où les partis politiques existaient encore, il y a eu un procès entre le parti Sadi et le ministère de l'administration territoriale, et le parti Sadi a gagné. Donc par rapport à cela, on peut dire qu'on a foi en notre justice. Mais le cas Choguel quand même est une affaire à rebondissement, et je crois qu'il y a à boire et à manger là-bas. Est-ce que vous pensez que Choguel ne sera pas aussi placé sous mandat de dépôt après? Parce que lundi, il est attendu à la Cour suprême. Oui, mais comme je l'avais dit tantôt, c'est-à-dire moi je pense qu'il faut, c'est vrai, l'option politique est en tout cas très présente dans cette affaire-là. Mais je pense que de toutes les façons, il ne faudrait pas amener en tout cas le dossier sur ce terrain-là, qui est un règlement de compte politique. Et bon, ça, je pense que c'est un autre volet. Et là, c'est purement juridique. Donc, je pense que c'est sur ce terrain qu'on doit plus attendre Choguel. Même si ce ne sont pas les autorités de la transition, quel que soit le pouvoir qui allait venir, mais le citoyen a le droit de savoir. Et le citoyen... La gestion des fonds. Voilà. Et le citoyen n'est pas tenu de savoir aussi ce que vous avez entre vous, quel genre de querelle personnelle que vous avez. Non, ce n'est pas son problème. Lui, ce qu'il veut savoir tout simplement, c'est que les fonds, où est-ce qu'ils ont été placés. Et je pense que c'est son droit le plus absolu. Maintenant, si on essaye de voir le côté politique de la chose, ça peut nous amener très loin, et c'est des rebondissements à n'en plus finir, et ce sont des dossiers qui ne pourront jamais être élucidés, et je pense que c'est ce qu'il faut éviter aujourd'hui. De toutes les façons, que ce soit pour cette transition, que ce soit au-delà de cette transition, pour ce dossier, le citoyen a le droit de savoir. C'est son droit le plus absolu. Donc, je pense qu'il faut vider le dossier, le juger, le vider, et puis qu'on passe à autre chose. Parce que cela, comme je l'ai dit, ça va respecter le principe fondamental qui est la redevabilité. Voilà, je vais y arriver, un peu difficile, mais c'est cela, la redevabilité. Et les gens, quand ils sont placés à des niveaux de responsabilité, c'est le citoyen à qui ils rendent compte. C'est pour ça qu'une fois, j'ai bien aimé le concept d'un grand penseur qui disait que même le concept chef de l'État, le terme chef de l'État, pour lui, c'est vraiment une expression qui ne devrait pas être utilisée. Et à la place, il demande à ce qu'on remplace chef de l'État par serviteur de l'État. Parce que quel que soit le niveau de responsabilité, tu es là pour servir l'État et servir les citoyens. Donc si dans ton service ou bien dans ta gestion, il y a des griefs qui ont été remarqués, mais c'est le droit le plus absolu pour le citoyen de savoir ce qu'il en est exactement. Donc servir et non se servir. Tout à fait. Servir et non se servir, nous allons passer à cette mise en accusation de 3 griottes placées sous mandat de dépôt. Mariamba, Baba Ninkone et Bigini Bagaga, pour des injures réciproques. Le pôle cybercriminel des amis, n'est-ce pas, aboli. Alors, aujourd'hui, des voix se sont levées. Parce que c'est vraiment social dans notre société. Il y a la tradition qui est respectée. On met rarement des griots qui devraient coudre le tissu social qui était là pour nous réconcilier, pour nous ramener à la raison, et que ce sont ces gens qui se retrouvent aujourd'hui dans le cachot, et les griots, les récotrades
En tout cas, beaucoup de gens sont levés aujourd'hui pour intercéder, pour prier, pour demander pardon. Monsieur Diop, à votre place, est-ce que le pôle cybercriminalité pourrait accepter ce pardon, ou l'État, les autorités pouvaient accepter ce pardon de ces 3 artistes qui se sont insultés réciproquement sur les réseaux sociaux? Oui, je pense que ça peut se faire. Ça peut se faire, mais en même temps, moi je pense qu'il faut aller plus loin dans ce dossier. C'est-à-dire que Badou l'a rappelé tout à l'heure, le principe, c'est vraiment la liberté. L'exception, c'est la détention. Mais en même temps, sur ce dossier, il faut voir certainement l'angle social, l'angle moral, l'angle sur le plan également de l'éducation. C'est-à-dire il faut voir le dossier comme cela. Moi, je pense qu'à la place, c'est l'usage qu'on fait des réseaux sociaux qui est de plus en plus mis en cause ici. Ce sont des artistes, ce sont des griottes. Donc, on connaît la tradition de l'oralité qui domine au Mali et surtout la place, en tout cas, que les griots occupent dans la société malienne aujourd'hui, et les voir traîner devant les juridictions, j'avoue que ça donne une très mauvaise image. Mais quelque part, je pense que c'est la sensibilisation qui n'a pas été faite sur le bon usage des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, mais il y a du tout et n'importe quoi. C'est ça, c'est ce qui est dommage aujourd'hui. Je pense qu'il y a un véritable effort à faire dans l'éducation aux médias, dans l'éducation à l'usage des réseaux sociaux, parce que, après tout, c'est devenu notre quotidien. C'est devenu notre quotidien, on ne peut plus s'en passer, mais de là à en faire un mauvais usage, voilà à quoi ça nous renvoie. Et quelque part aussi, je me dis que c'est un dossier dans lequel l'État mérite d'être impliqué au plus haut niveau. Parce que nous avons vu des cas très récents dans les pays voisins où, par exemple, l'affaire est bien connue de tous. En Guinée, lorsqu'il y a eu une artiste guinéenne du nom de Djelikaba Bintou, voilà, qui est sortie avec le visage un peu amoché pour dire que elle a subi une violence basée sur le genre de la part de son mari. Mais c'est le ministère de la Culture en Guinée qui s'est impliqué pour les réconcilier et pour que ça ne puisse plus se répéter, mais qu'on n'en arrive pas jusqu'à judiciariser cette affaire, parce que c'est un problème de société en fait. C'est un problème de société. Donc pour moi, c'est sous cet angle qu'il faut voir le plus le problème. La médiation que certains ont proposée, j'espère qu'elle aboutira, mais en même temps, il faudrait accentuer les efforts par rapport à la sensibilisation sur l'usage des réseaux sociaux. Alors, Badou Escobar, quel regard de journaliste vous avez sur l'affaire des 3 artistes qui sont mis sous mandat de dépôt? Je crois que cette affaire est très sensible, parce que le président de la transition même a décrété l'année 2025 année de la culture. Et si des femmes de culture, des cantatrices de surcroît, des griottes se retrouvent derrière les barreaux, je crois que ça donne matière à réfléchir. Et je crois que les griots de Ségou se sont mobilisés, et le Recotrad, le réseau de communicateurs traditionnels qui couvre l'ensemble des traditionnalistes du Mali, sont entrés dans la danse. Et j'ai même appris que Bourama Soumano, le grand Bourama Soumano aussi, s'est personnellement investi. Et j'aurais appris aussi que des dignitaires religieux ont été saisis pour qu'il y ait un dénouement heureux par rapport à cette affaire. Mais comme on le dit, la justice, elle est indépendante. Donc c'est les juges qui sauront dire le droit. Mais il y a le social aussi. Vous savez, nous sommes dans un pays de social, dans un pays où tous les problèmes peuvent se résoudre sous l'arbre à palabre. On aurait pu ne pas en arriver là si les 3 cantatrices avaient pris les dispositions nécessaires, si elles avaient su se concerter. Mais vous savez, les réseaux sociaux sont ce qu'ils sont. Et souvent, c'est les réseaux sociaux qui enflamment à travers ce qu'on appelle les fans de X ou de Y. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut un toilettage de ces réseaux sociaux-là.
Maintenant, il faut que nos cantatrices aussi reviennent à la raison pour comprendre qu'elles sont là pour vraiment aider à la sensibilisation de la population. Elles sont là pour servir de lumière, de guide aux uns aux autres. C'est ça leur rôle. Leur rôle, ce n'est pas d'insulter, ce n'est pas les effectifs, mais leur rôle, c'est des rôles de conseil, c'est des rôles d'éducation. Maintenant, si d'aventure ces cantatrices se retrouvent dans cette situation, elles n'ont qu'à s'en prendre à elles-mêmes. Et je crois qu'avec les différentes médiations, et si elles font preuve de modération, si elles présentent des excuses publiques, si elles s'excusent entre elles, il n'y a aucune raison qu'elles durent en prison. Je ne suis pas un magistrat, je ne peux pas dire le droit, mais je parle sur le plan du social au Mali. Donc, dorénavant, il faut que les artistes, les cantatrices comprennent qu'ils ont un rôle de veille, ils ont un rôle d'éducation. Ils sont là pour la bonne marche de la société. Ils ne sont pas là pour injurier, pour faire des invectives. Donc c'est lié aussi de parler aux fans, de dire aux fans que faites attention. Quand il y a un tel problème, sachons raison garder. Sachons raison garder et laissons la justice faire son travail. Et en même temps, laissez les voix autorisées s'impliquer pour qu'une solution puisse trouver à cela. Je crois que leur arrestation quand même, a enflammé les réseaux sociaux. Et il y va du commentaire de tout un chacun. C'est X qui a convoqué Y, Y a convoqué S. Donc je pense que là n'est pas le problème. Le problème aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nos cantatrices puissent recouvrir la liberté et que de tels actes ne se reproduisent plus. Et je crois même que le procureur anti-cybercriminalité, Adama Koulibaly, il est de bonne foi. Il l'a fait, peut-être, c'est une façon de les faire comprendre que vous êtes là pour réguler la société, vous n'êtes pas là pour des invectives. Et j'ose espérer qu'avec l'implication des uns et des autres, les trois cantatrices pourront voir bientôt la lumière et ça leur servira de leçon et ça servira de leçon à d'autres qui tenteront de faire la même chose. Venons-en à ce dossier, à ce problème. Le président de la CMDH, Al-Kadi Diarra, révoqué. En tout cas, il est révoqué. Alors, une révocation qui intervient 5 mois après sa prestation. Alors, quel regard de journaliste vous avez sur ce dossier de la CMDH ? C'est quand même assez surprenant. Pour moi, en tout cas, c'est quand même assez surprenant parce que durant 5 mois, il était en train de diriger, je crois, la CNDH. Et quelque part, la question qui m'est venue à l'esprit, c'est pourquoi maintenant ? Parce que normalement, lorsque j'ai vu le communiqué de la CNDH, je pense que c'était la présidente par intérim, tout était clair au niveau des textes. Tout était clair. Et je pense que le professeur, il est professeur, je crois. Il est professeur. Professeur Al-Kadri savait parfaitement à quoi il s'engageait avant de prendre la direction de cette institution. Et de là, beaucoup de questions en tout cas me viennent à l'esprit sans que moi-même je ne puisse vraiment avoir les réponses qu'il faut. Est-ce qu'à un niveau de responsabilité aussi élevé, on peut se permettre certaines légèretés? Parce que pour moi, c'est clairement une sorte d'indifférence qui est manifestée par rapport à cette situation. Dès l'instant que les textes sont clairs, qu'une fois président de l'institution, il devrait passer la main au niveau de son syndicat. Je pense que de là, tout est clair. Pas la peine de faire des amalgames. Voilà, le cumul. Mais s'il l'a fait, c'est sur quelle base? Parce que quelque part aussi, je pense qu'il a le droit de pouvoir s'expliquer. Et parce que jusqu'à présent, quelle que soit la situation, nous n'avons qu'une partie de la vérité. Surtout que la révocation ne date pas d'aujourd'hui. On parle du 23 juillet. Du 23 juillet. Or que ce n'est que le 30 juillet
que l'information a été rendue publique. Pourquoi cet écart? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Est-ce qu'il y avait des tentatives pour couvrir cela? Donc je pense que lui aussi, en tant que bon, on peut le dire, ancien président, en tant que citoyen, il a le droit aussi de s'expliquer par rapport à cette situation qui a conduit à sa révocation. Mais tout cela me mène à poser la question sur un peu la gestion de nos institutions. Tout à l'heure, on parlait du dossier Choguel. Et pourquoi ne pas établir un lien? Choguel, Premier ministre, Choguel, directement président du conseil d'administration de l'AGEFO. Quelque part, est-ce que ce n'est pas un cumul tout cela aussi? C'est un cumul. Donc, vraiment, il y a lieu d'interroger un peu nos institutions par rapport à ce problème. Alors, Badou Escobar, et vous, quel regard avez-vous sur ce problème de la CNDH? Franchement, je suis confus et je ne sais pas s'il faut danser sur le pied gauche ou sur le pied droit. Toujours est-il qu'il a été nommé président de la CNDH pendant qu'il était le président de l'Ordre des médecins du Mali. Donc je me dis que tout ce qui n'est pas interdit est faisable. Peut-être les textes l'autorisaient à être président du CNDH. Mais pourquoi attendre aujourd'hui? C'est ça le problème. Parce que les textes disent que non. Les textes disent qu'il n'a pas le droit. Oui, mais pourquoi attendre aujourd'hui pour le révoquer? Exactement. Donc on devrait prendre les mesures nécessaires dès le départ pour lui faire comprendre que les deux fonctions ne sont pas compatibles. Voilà. Vous êtes le président de l'Ordre des médecins, vous démissionnez pour diriger la CNDH. Donc, mais pourquoi attendre 5 mois après? Ça veut dire qu'il y a un malaise profond au niveau même de nos institutions. Il y a un conflit de compétences. Tout à fait. Les textes ne sont pas respectés. Si on respectait les textes, ceux qui ont conduit à son élection à la tête du CNDH devraient quand même sévir pour lui faire comprendre que non, il a le choix entre démissionner et venir à la tête de la CNDH ou bien rester à la tête de l'Ordre des médecins du Mali et foutre la paix à la CNDH. Mais il a voulu cumuler les deux fonctions. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas dans le secret des dieux pour connaître le sexe des anges, mais toujours est-il qu'il y a ce problème-là au niveau de nos institutions. Il urge qu'une solution soit trouvée. Parce que ça a provoqué un tollé au niveau de la toile. J'ai vu les réactions des uns et des autres. Certains n'ont même pas compris pourquoi il a été révoqué. Certains se sont dit tout simplement que parce qu'il n'a pas sa langue dans la poche, il a le courage moral de dénoncer certaines pratiques peu catholiques, peu orthodoxes, mais la réalité est tout autre. Si les textes ne vous autorisent pas à diriger la CNDH, mais il faut prendre les dispositions idoines. Parce que dans ce pays-là, on a une culture, on aime trop la victime. Au lieu de chercher à savoir si la victime est le bourreau, non, on s'arrange du côté de la victime. Et ça, c'est très grave. Et je crois que dorénavant, que des garde-fous soient pris, des dispositions soient prises pour que vraiment de telles pratiques n'arrivent plus en République du Mali. Est-ce que le président révoqué ne doit pas sortir pour nous informer largement pour qu'on sache pourquoi il a été révoqué? Naturellement, il doit sortir de son silence de cimetière pour expliquer aux Maliens ce qui s'est réellement passé, pourquoi il a été révoqué, et nous dire pourquoi, étant président de l'Ordre des médecins du Mali, il a accepté de porter la casquette du CNDH. C'est très important. Il faut qu'il éclaire notre lanterne, parce que nous sommes confus et le Malien là-bas a soif de savoir réellement ce qui s'est passé. Sinon, on va continuer à le victimiser et donner tort à qui de droit. Et il est temps que nous sortons de ça. Il faut plus que les victimes s'érigent. Et il ne faut plus que les bourreaux s'érigent en victimes. Il faut que cela cesse sur notre territoire national. Il est grand temps. Alors, la Côte d'Ivoire se prépare à une élection présidentielle. Et déjà, Sabou, en Côte d'Ivoire, un pays voisin du Mali. Alors, quel regard de journaliste avez-vous sur ce qui se passe présentement en Côte d'Ivoire alors que les élections ne sont pas encore arrivées? Oui, bon, je pense que, vous savez, les élections, il y a toujours avant, pendant et après. Donc, c'est un processus, les élections, c'est un processus. Et moi, je pense que c'est dans l'ordre normal des choses. Sauf que ce qui est venu un peu mettre un cheveu dans la soupe, c'est surtout l'annonce de la candidature pour la 4e fois.
certains l'appellent ainsi, même si lui, il pense que c'est la seconde fois, bien que lui, il pense que c'est la seconde fois, selon la Constitution adoptée, je pense, en 2016 ou 2017, je ne me souviens pas exactement. Mais toujours est-il que lui, sur cette base, il se fonde pour dire qu'il a le droit de se présenter. Et là, c'est un peu mal vu. Et quelque part, c'est encore l'image de cette Afrique-là qui ne bouge pas, où les vieux sont toujours au pouvoir et n'acceptent pas de céder la place, et sachant que ça peut déboucher à des situations malheureuses comme des conflits post-électoraux et des troubles et ainsi de suite. Quelque part, je pense que nos pays doivent sortir un peu de cet état de fait, parce que c'est dommage pour nous-mêmes. Un homme, c'est son engagement. Un homme, c'est sa parole. Un homme, c'est ses promesses. Hein? Que vaut un homme sans cela aujourd'hui? Et je pense que c'est bien dommage qu'on soit toujours amené à remettre en cause les engagements sur lesquels on s'est fondé. Et lui, c'est une promesse, Alassane Ouattara. Alassane Ouattara avait promis. Et je pense que ce n'est pas maintenant qu'il avait promis qu'il ne se représenterait plus. Et je pense que ce n'est même pas cette présidentielle, c'est même avant celle-ci. Il avait pris les mêmes engagements. Et là, je vois que quelque part, il revient encore à ce qu'il a dit. Bon, à nos institutions, en tout cas nos organisations, sous-régionales, régionales, continentales et même internationales, de lui dire la raison, de lui dire vraiment qu'il n'a pas le droit de se présenter et qu'il doit laisser les Ivoiriens décider de leur propre avenir. Il a fait son temps, il a fait de belles choses, et je pense qu'il faut souvent penser à cela. C'est-à-dire, un homme d'État, quand on parle d'homme d'État, c'est un style assez élevé. C'est en quelque sorte ce que les Anglais appellent un gentleman. C'est pas quelqu'un qu'on doit prendre à la légère. Et sortir par la grande porte, des dirigeants l'ont fait par le passé. Et d'autres continuent à le faire encore. Et pourquoi nous ne voulons pas s'inscrire dans ce modèle? Partir vraiment avec tous les honneurs. Ne pas s'accrocher à ce pouvoir quand on sait qu'il est éphémère. Partir sur de bonnes notes, partir quand il est temps. On a vu Mandela, on a vu d'autres héros, et ça continue, et ça va continuer. Donc je pense que quelque part, c'est nous-mêmes qui devons nous interroger par rapport à nos systèmes. Et ça, quelque part, moi je me dis que les textes, c'est nous-mêmes qui les adoptons. Mais si on ne veut pas d'une situation donnée, mais qu'on le dise très clairement. Si la démocratie n'est pas notre modèle préféré, choisissons d'autres. Et il y en a, même si aujourd'hui on vante les mérites de la démocratie, c'est vrai, parce que ça donne un peu la chance à tout le monde. Mais si, par exemple, la démocratie ne nous convient pas comme système, c'est à nous de décider ce que nous voulons. Vivre dans un royaume, vivre dans une monarchie constitutionnelle, il y a tellement de modèles, mais c'est à nous de dire ce que nous voulons réellement. Mais s'il faut à chaque fois revenir sur sa parole, revenir sur ses engagements, moi je dis que quelque part, on est en train de perdre du temps. Regard des journalistes, Badou Escoba, par rapport à la situation qui prévaut présentement en Côte d'Ivoire. Je crois que par rapport à la situation qui prévaut en Côte d'Ivoire, nous devons faire en sorte que ce pays-là n'explose pas. Parce que quand on parle de la Côte d'Ivoire, c'est quand même la deuxième économie de l'espace CEDEAO. C'est la première économie de l'espace IMOA. Et Alassane Dramane Ouattara, qui préside au destin de la Côte d'Ivoire, n'est pas n'importe qui. Il a été gouverneur général de la BCEAO, il a été le numéro 2 du FMI, et derrière Michel Kandouchi, il a été Premier ministre quand même de Côte d'Ivoire. Donc, et nous savons tous le contexte dans lequel il est devenu président de la République de Côte d'Ivoire. Quand même, il y a eu plus de 3000 morts pour qu'Alassane puisse être investi. Et il a fait un premier mandat
conformément à la Constitution, il a fait un second mandat. Mais contre toute attente, il a modifié la Constitution pour faire un premier mandat et prétextant que son dauphin, qui est Amadou Gon Coulibaly, est décédé. Donc là n'est pas le problème. Nul n'est indispensable. Avec le décès de Gon Coulibaly, il aurait pu choisir quelqu'un d'autre. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles son vice-président Daniel Kabila Denka a jeté l'éponge. Donc c'est pour, encore une fois, lancer un appel au président Alassane Dramane Ouattara, à la classe politique ivoirienne. Nous ne voulons plus nous retrouver dans les affres du passé. Parce que la Côte d'Ivoire, quand même, c'est un pays sensible. La Côte d'Ivoire, c'est le cœur de l'Afrique occidentale. Si la Côte d'Ivoire, nous risquons de tous et tous. Donc, vraiment, que la sagesse prévale. Parce que j'ai suivi les propos de Laurent Gbagbo, qui dit qu'ils ne vont pas rester les bras croisés. Guillaume Soro, depuis son exil, a tapé du poing sur la table. Et même l'artiste Meyev a clairement adressé une lettre ouverte au président Alassane Dramane Ouattara pour qu'il revienne à la raison, pour qu'il ne se représente pas à un quatrième mandat, pour qu'il ne brigue pas un quatrième mandat. Donc, ce qu'on pourrait dire, il faut que la paix prévale. Parce qu'aujourd'hui, disons-le, Alassane a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. En termes d'infrastructure, en termes de modernisation, c'est à son actif. Mais il ne faut pas détruire ce que tu as construit. Ce n'est pas bon. Aujourd'hui, on peut dire que c'est le patriarche même des chefs d'État de la zone ouest africaine. Et quand il y a eu les coups d'État dans nos différents pays, on l'a vu s'agiter, dénoncer ce coup d'État. Parce que ce qu'il a fait, c'est un autre coup d'État qui ne dit pas son nom, ne pas respecter la Constitution. Donc, c'est une façon de dire aux Africains que vos constitutions sont des chiffons de papier. Vu de l'Occident, on nous ridiculise. Et lui, il a parlé du cas de Nelson Mandela. Moi, je vais au Sénégal tout près. Et l'autre là, le président sénégalais Macky Sall, il a reconnu sa défaite. Et Diomaye Faye est président. Et le président mozambicain, Joachim Chissano, a volontairement quitté le pouvoir, il aurait pu se représenter. Je vais au Libéria, George Weah a personnellement appelé Joseph Boakai, l'actuel chef de l'État, pour le féliciter. On a vu dans les rues de Monrovia, George Weah et Ellen Johnson Sirleaf, main dans la main, c'est des anciens chefs d'État. Est-ce qu'ils sont morts? Ils ne sont pas morts. Donc c'est des exemples à suivre. Et je crois que la classe politique ivoirienne aura la sagesse de comprendre. Alassane, en tant que doyen d'âge des chefs d'État, aura la sagesse de comprendre qu'il y a un temps pour tout. Nul n'est éternel. Donc le moment est venu pour lui vraiment de rendre pacifiquement le tablier et de remettre le pouvoir à celui qui sera démocratiquement élu pour que la Côte d'Ivoire ne connaisse pas le sort que le Cameroun est en train de suivre. Parce que là-bas, il y a une mascotte là, morte là, qui encore règne à mettre. Elle a 92 ans. Je me demande même si il est raison. Attention, il ne faut pas faire d'offense à un chef de l'État. Non, oui, je m'en excuse. Autant pour moi. Quand on voit sa longévité, son âge au pouvoir, vraiment, ce n'est pas bon pour l'Afrique, ce n'est pas bon pour l'image des Africains. Donc je dis encore une fois que la sagesse prévale, que Dieu puisse inspirer Alassane Dramane Ouattara pour qu'il quitte pacifiquement le pouvoir. Parce que nous ne souhaitons plus les événements de 2000, 2002 et 2010, 2011. Et il l'a dit, Alassane même a exprimé des regrets quand on a amené Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale, quand on a amené Blé Goudé, il dit que ça ne se reproduira plus sur le territoire ivoirien, pour que ça ne se reproduise plus, vraiment qu'il sache ses raisons garder et qu'il organise des élections crédibles, transparentes, acceptées par tous et qu'il remette le pouvoir à l'heure élue. Nous allons chuter par notre organisation, l'organisation des journalistes, l'association des éditeurs de presse, ACEP, qui après une tourmente veut aller à l'Assemblée générale. Est-ce que, pensez-vous, Massiré Diop, en tant que journaliste, est-ce que ces tendances vont se retrouver? Est-ce qu'on va aller à un consensus? Est-ce que ce consensus ne serait pas meilleur pour l'association des éditeurs de presse? En tout cas, c'est vraiment tout ce qu'on sait. Si c'est un mal qu'on peut souhaiter à notre association, c'est vraiment l'unité. C'est vraiment le consensus, c'est vraiment le compromis. Parce que aller encore à des élections, créer des tendances, fragmenter encore davantage la presse, moi je pense qu'on n'a pas besoin de cela. La presse a besoin de s'unir, la presse a besoin aujourd'hui de se donner la main. Et moi je pense que pour atteindre ces objectifs-là, rien ne vaut aujourd'hui l'unité. Allons à l'unité. Regardons entre nous celui qui peut faire le meilleur profil et que chacun mette son ego de côté. Parce que ce n'est pas... il faut qu'on oublie que ça ne doit pas être un combat de personnes. La presse
ces gens qui sont là l'ont trouvé avant eux. Et si Dieu le veut, elle restera aussi après eux. Donc, quoi qu'il en soit, il faudrait penser à tout cela pour ne pas vouloir s'accrocher, ne pas vouloir créer des divisions, hein, ne pas vouloir aller au forcing. Ce n'est pas la peine. Nous n'en avons pas besoin. Le pays a déjà assez de problèmes. Et s'il faut ajouter à ces problèmes celui de la presse également, moi je pense que quelque part, nous ne rendons service à personne. Donc, voyons entre nous celui qui peut faire le bon profil et allons tous vers ça et pensons à autre chose. Moi, je pense que c'est important pour le pays aujourd'hui. Voyons celui qui a le bon profil et passons à autre chose. Réconcilier la presse. Alors, quel regard, Badou Escobar? Moi, je suis pour le principe du consensus. Parce que l'association des éditeurs de presse, c'est la colonne vertébrale quand même de la grande famille de la presse malienne. S'il y a des difficultés au sein de l'ACEP, ce n'est pas bon pour l'image de la presse malienne, ce n'est pas bon pour l'image même du Mali. Et je dirais que pour éviter les erreurs du passé, pour éviter une autre crise, vraiment, que les différents candidats se retrouvent, qui discutent entre eux et que de façon consensuelle, l'ensemble des directeurs de publication se retrouvent et qu'on mette en place un bon bureau accepté par tous, un bureau qui sera reconnu par l'État du Mali pour que nous puissions passer à autre chose. Avec les difficultés de l'ACEP, on n'a pas eu d'aide à la presse. Et à un certain niveau, l'ACEP n'a même pas été considérée. L'ACEP n'a même pas été consultée par rapport à certaines prises de décision. Donc, ce n'est pas bien que l'ACEP se retrouve encore dans des beaux draps. C'est une insulte pour nous tous. Donc que la raison prévale encore une fois et que les uns et les autres sachent raison garder et qu'ils comprennent que quand on vient à la tête de l'ACEP, c'est pour servir la presse, c'est pour servir les journalistes. L'ACEP, ce n'est pas un mandat de dépôt, l'ACEP n'est pas une banque, excusez-moi, l'ACEP n'est pas une banque de crédit et de dépôt. On ne vient pas à la tête de l'ACEP pour s'endimancher ou s'embourgeoiser, on vient à la tête de l'ACEP pour servir la presse. Et l'ACEP avant été cité en exemple au niveau des fêtières. Et aujourd'hui, l'ACEP à la traîne. Vraiment, que nous prenions conscience qu'il faut une ACEP responsable, une ACEP noble, une ACEP crédible qui puisse défendre nos intérêts matériels et moraux. Nous étions avec Massiré Diop, journaliste, et Badou Escobar, journaliste, tous deux des journalistes chevronnés et qui sont connus sur la place publique. En tout cas, en tant que journaliste, nous vous remercions pour avoir accepté notre invitation et au plaisir de vous retrouver pour un autre numéro. Et c'est nous qui remercions le doyen, qui a eu quand même le privilège de nous inviter. L'honneur lui revient, parce qu'il aurait pu inviter d'autres journalistes, parce que nous sommes des journalistes parmi tant d'autres. Vraiment, encore une fois, merci doyen. Merci. Voilà, je me joins aussi à sa voix pour vous dire merci. Merci. Alhamdulillah.